Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour cette émission enregistrée le 17 mars 2016. Après une série consacrée à la France, nous allons passer cette fois-ci de l'autre côté de la Méditerranée pour aller au Maroc. Et nous allons quitter aussi le temps présent pour parler d'un passé proche. Le titre de cette émission est tiré d'un film documentaire « Marocains juifs des destins contrariés ». J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Simon Skira, qui est le producteur associé de ce film. Bonjour. Bonjour. Alors Simon, nous nous connaissons un peu. Nous nous tutoyons, donc on va continuer de le faire sur nos ondes. Tu te présenteras un peu plus en détail au début de l'entretien. Disons tout de suite que tu es né au Maroc, pays que tu as quitté comme beaucoup après la guerre des 6 jours en 1967. Tu avais alors 15 ans et votre famille s'est installée en Israël. Tout était dur à l'époque pour les immigrants marocains. On en parlera aussi. Mais tu es arrivé à obtenir un diplôme d'ingénieur après des études supérieures à Be'er Sheva. Et puis tu as eu une vie très riche. Et dans cette vie, on distingue 2 fils conducteurs. L'amour de ton peuple d'Israël, que tu as servi dans différentes instances, et un profond attachement aussi au Maroc et à ta communauté d'origine. Il était donc logique de te retrouver dans ce film qui, il faut le souligner, est réalisé et produit par un Marocain musulman, Younes Lagrari. J'ai vu ce documentaire avec plaisir. On te voit, bien sûr. Et chose remarquable, tu t'exprimes à plusieurs reprises en langue arabe. On entend de nombreux témoins vivants de ce départ massif de toute une communauté. Mais on a aussi le plaisir d'écouter des historiens, Michel Abitbol et Igal Binoun, qui ont été déjà mes invités ici, et aussi Georges Bensoussan, l'auteur de l'ouvrage monumental de référence « Juifs en pays arabe, le grand déracinement ». Alors, Simon Skira, est-ce que tu pourrais déjà raconter en un peu plus de détails ton parcours et surtout ton travail passé pour reconstruire justement le fil rompu des relations des Marocains juifs avec leur pays d'origine? Oui, avec plaisir. J'ai quitté le Maroc à l'âge de 15 ans, après une vie très riche et une enfance très bien, avec les scouts, etc. au Maroc, et les études, bien sûr. Et puis après, je suis arrivé en Israël, j'ai terminé mon lycée, puis j'ai été 4 ans à l'armée, et puis après, j'ai fait des études de management avec du français pour avoir l'occasion de parler avec les Juifs de France. C'était mon rêve. C'était bien, tout à fait. C'était bien, et retrouver ce que j'ai perdu en Afrique du Nord. Et bien sûr, j'ai étudié l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Mais en parallèle, j'ai fait des études d'ingénieur industriel, et donc ça a été la partie études. Après, j'ai été délégué de l'agence juive de 1982 à 86 à Toulouse et le Sud-Ouest, et président fondateur de l'association d'amitié Israël-Maroc. Avec le temps, je suis revenu vers le Maroc, et donc j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider cette association, de la fonder, de l'organiser, et puis nous avons eu une vingtaine de délégations d'Israël vers le Maroc. Et ça, c'est un très très beau travail, et bien sûr c'était né après les accords d'Oslo, exactement, où on croyait en la paix. Alors, le réalisateur du film, donc Younes Lagrari, donc il présente son travail comme un début de réponse à une interrogation. Pourquoi cet exil massif des Juifs marocains en quelques décennies? Pourquoi, alors qu'ils étaient une communauté forte de 265 000 hommes en 1948, donc au moment de la résurrection de l'État d'Israël, sont-ils presque tous partis 30 ans après? Georges Bensoussan dit très justement, donc à un moment donné, on ne peut pas écrire l'histoire en noir et blanc, chaque souvenir est singulier. Alors on n'a pas le temps de développer chaque cause possible, mais est-ce que tu pourrais déjà lister les explications qu'on donne en général pour ce départ massif? Bon, il y a eu l'État d'Israël, parce avant l'État d'Israël, il n'y a pas eu une alia massive du Maroc, et même pas une alia normale. À partir de 1800 et quelques, il y a eu des aliotes, mais c'était des familles, ou quelques familles de quelques communautés, mais rien de spécial. Ils sont installés à Tibériade, à Safed, à Jérusalem. On les appelait les séfarades. Les villes saintes aussi, les grandes villes d'Eretz Israël, où il y avait des tzadikim qui sont enterrés, etc. Exactement.
Et puis après, donc en 1948, il y a eu un départ, il y a eu un déclic, il y a eu le Messie qui est arrivé. Et donc, il faut le suivre. Donc c'est l'attachement religieux finalement. L'attachement religieux. Et puis après, il y a eu la politique. 1956, il y a eu l'histoire du canal Suez, les Français et les Anglais et les Israéliens contre les Égyptiens. Mais en fin de compte, l'Égypte a repris le canal Suez, etc., nationalisé. Et donc, ça a fait du boom au Maroc. Et puis, dans cette vague de nationalisation, il y a eu l'indépendance du Maroc. Et puis, en 61, il y a eu le bateau Pisces, Égos en hébreu et Pisces en latin, qui a coulé, c'est une petite embarcation qui a coulé avec 43 immigrants du Maroc, entre Al-Hoceïma et Gibraltar, et ce qui a fait une ouverture et des accords secrets avec le Maroc. Et donc, il y a eu 220 000 personnes qui sont parties. Donc, on résume... une alia qui s'affirme, je dirais, au moment de la naissance de l'État d'Israël, d'abord par un sentiment religieux, ensuite tous les aléas de la politique internationale, et en fait le Maroc, pays arabe, solidaire des autres pays arabes, et les Juifs qui se sentent mal à l'aise, et des épisodes dramatiques que tu as évoqués. Alors, il y a bien sûr ces repères historique, tu les as très bien résumés, donc les indépendances des pays du Maghreb à partir de 1956. Mais est-ce que ce discours, finalement, parce qu'on l'entend un peu dans le film, qui présente un peu le sionisme et Israël comme les seuls responsables du départ des Juifs des pays arabes, est-ce que ça ne dédouane pas un peu les populations locales et leur gouvernement de toute responsabilité? Tu sais, Simon, il y a un genre littéraire qui s'appelle l'uchronie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'uchronie? C'est d'écrire des récits en réécrivant l'histoire et en imaginant le monde si un événement passé avait eu une autre issue. Donc, si la guerre de 48 avait eu une autre issue, Israël ne naît pas à ce moment-là. Est-ce que cela aurait empêché le départ massif des Juifs? Non. Non, et puis je vais reprendre la question d'avant, juste pour la terminer. En 1967, il y a eu 50 000 Juifs qui ont quitté le Maroc, 20 000 pour le Canada, 10 000 pour la France et 20 000 pour Là, c'est la guerre des 6 jours, oui. La guerre des 6 jours nous a poussé. Donc, elle répond un peu en partie à cela, parce que... et puis, sans Israël, ça aurait repoussé les départs en 1967. Voilà, donc de toute façon, il y aurait eu ces départs. Moi, je pense aussi à deux choses. C'est ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire les chrétiens qui sont des Arabes, qui fuient le Moyen-Orient. Ça, c'est un premier point. Toutes les minorités fuient ces pays-là. Et puis à ce que dit aussi Michel Abitbol, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements tout à fait autres. La présence européenne, la déstabilisation, disons, économique des petites communautés rurales qui vivaient à l'intérieur, qui sont déjà parties vers Casablanca, vers les villes de la côte. Et puis ils ont inspiré autre chose aussi, peut-être. Un monde meilleur, un monde plus développé. Et je peux dire que dans le film même, je dis que mon avenir, je le voyais au Maroc à l'âge de 15 ans. Mais en parallèle, je dis, j'avais peur de rester seul en classe. Toute ma classe a disparu en l'été 67. C'est vrai. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent avant la pause publicitaire, je dois dire que on entend beaucoup de témoignages de Marocains juifs qui sont partis, de musulmans qui se souviennent de la coexistence d'antan. Moi, j'ai retenu par exemple un témoin, Nicole El Grissi, qui dit que non seulement les gens vivaient parfois dans le même immeuble, donc des juifs et des musulmans, mais parfois ils partageaient la même cuisine. Et que les musulmans préparaient des plats cuisinés qu'ils offraient pour la mimouna, et que les juifs préparaient eux aussi des plats, mais ils les offraient aux musulmans au moment de l'Aïd. Il y a le témoignage de Driss Hrouz, qui est le directeur de la Bibliothèque nationale. Et il dit que les relations économiques étaient tellement confiantes que les gens se faisaient des prêts sans établir de papier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'enjolive pas un peu le passé? Et est-ce que, comme le dit Georges Bensoussan, on ne voit pas forcément en rose ces souvenirs de jeunesse? Est-ce que tu peux le dire en 2 minutes? Alors, moi, je peux dire que j'ai vécu la coexistence et on n'enjolive pas le passé. Et que je peux dire que j'ai vu dans ma famille mon père partager des moutons pour les fêtes juives ou musulmanes
avec les employés. Et quand je suis revenu après 27 ans d'absence du Maroc, je suis revenu, j'ai retrouvé le grand café qu'avait mon père à Casablanca, et j'ai retrouvé le dernier des Mohicans au bar, Hassan, qui m'a dit « Viens, je t'invite chez moi ». Il m'a invité chez lui, et en 1 heure, tout s'est fait. Et puis, comme nous sommes arrivés chez lui, il m'a présenté les 13 étages, et il me dit « Ça, c'est les partages avec tes parents. J'ai réussi à construire 3 étages. Et puis, regarde là ». Et je regarde dans son salon et je vois la photo de mes parents. Il me dit, voilà, elle est là depuis 27 ans. C'est très depuis touchant. que vous avez quitté. Et tous les matins, je les bénis. Et je dis, c'est la même chose d'Israël. Eh ben, c'est un témoignage vraiment touchant que tu nous donnes, Simon Skira. Merci. Alors, on va revenir un petit peu sur les années d'après l'indépendance. Un donc des historiens, Igal bin Noun, dit, paradoxalement, alors qu'ils allaient partir quelques années après, les Juifs marocains ont vécu un véritable âge d'or à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup avaient une formation dans les écoles de l'Alliance et de l'Orte que n'avaient pas les musulmans. Il y a donc eu une promotion sociale de certains dans les affaires, dans l'administration, etc. Mais il dit tout de suite, la situation s'est vite détériorée pour 2 raisons. D'abord parce que Israël a fait du zèle pour faire sortir cette communauté. Et puis de notre côté, bon, le Maroc, mais qui en a un petit peu parlé, a fait du zèle, c'est-à-dire que les départs étaient clandestins, il y a eu le drame de Lagos, etc. Cette peur, finalement, elle a été diffuse au début et ensuite panique au moment de la guerre des 6 jours. Comment ça s'est passé, ce sentiment de peur ? Bon, moi je dis d'abord, au sujet du film, je voulais juste ajouter c'est un documentaire de 58 minutes. Oui. Et nous deux, avec Younes, nous sommes producteurs associés. Le Younes, dont on a parlé, Younes Lagrari, qui est le réalisateur, qui est musulman, marocain. Ouais, musulman, voilà. Et nous sommes producteurs associés. Maintenant, et par une belle association, parce que là, je retrouvais ce que j'avais perdu dans ma jeunesse. Absolument. Et maintenant, là, au sujet de ce qui s'est passé après l'indépendance, mon père disait une phrase qui, à chaque fois, m'épatait. L'indépendance, ce sont nous, les Juifs, qui l'ont eu. Nous avons tout gagné de l'indépendance du Maroc. Il était dans les céréales avant d'avoir ce café de Casablanca, mais il était pendant 25 ans dans les céréales. Il a travaillé à la Compagnie continentale du Maroc. Nous avons connu Fès, où il était directeur pendant 4 ans. Il était une quinzaine d'années à Casablanca. Et ce que je peux dire, c'est que il y avait vraiment un véritable âge d'or. Et même les délégués du Mossad qui sont arrivés en Israël, parce que Ben Gurion cherchait un réservoir. Les Juifs russes ne pouvaient pas sortir, les Juifs français n'étaient pas intéressés, les Américains étaient trop riches. C'était la grande communauté qu'il fallait faire venir. La grande communauté qu'il fallait faire venir, ouais. Et donc on a cherché ça. Alors, est-ce que... Bon, ça c'est vrai, mais de l'autre côté, et ça c'est ce que disent les historiens Michel Abitbol et Georges Bensoussan, il n'y avait pas quand même le fait que l'État marocain s'est déclaré tout de suite arabe et musulman. Alors, quelque part, les Juifs se sont sentis mal à l'aise, et ça c'était le problème partout. Et puis d'un autre côté, il y avait des partis nationalistes, comme l'Istiklal, qui n'étaient pas très très sympathiques vis-à-vis de la communauté juive. Bien sûr. Et c'est ce qui a coûté cher à nos relations. Et donc, chez nous à la maison, si on devait s'enfermer pour écouter la radio israélienne, ou ne pas parler d'Israël, dire le Canada, voilà. On disait le Canada au lieu d'Israël. Et puis, dans nos écoles, petit à petit, ça se vidait. Et donc, il y a eu un problème. Et c'est ce que je dis aussi des témoins, par exemple... On arrête les communications téléphoniques avec Israël. Oui. On arrête les communications postales. Donc les gens qui ont de la famille perdent contact. Je veux dire, c'est une façon de... Mais d'une autre façon, je peux vous dire que les lettres ont continué à arriver. Ah bon? Et elles sont arrivées avec des mauvaises nouvelles d'Israël. Ah. Et donc c'est ce qui a fait que les 70 000 Juifs qui sont restés au Maroc après 1962, ouais. Ils sont restés parce qu'ils ont reçu des lettres. Voilà. Donc il y avait effectivement une partie qui peut-être serait restée s'il n'y avait pas eu la guerre des 6 jours, finalement. Exactement. Alors, je dois dire, Simon Skira, que dans ces récits de départ, bon, même si le contexte historique n'est pas tout à fait le même, mais j'ai retrouvé beaucoup de souvenirs personnels. On a à peu près le même âge. Moi aussi, j'ai grandi dans un pays arabe après le départ des Français. Et même si c'était en Tunisie, j'ai retrouvé dans les témoignages des choses que j'avais vécues.
combien nous avons eu peur pendant la guerre de 1967. Comment on suivait les nouvelles en cachette. Comment on s'est senti isolé. Comment, et tu le dis, les départs d'une partie de la famille encouragent les autres à les rejoindre. Quand en classe, on voit les amis qui s'en vont, la famille qui est partie, bon, effectivement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Mais alors, il y a une chose que ne dit pas ce documentaire, j'aimerais qu'on t'entende là-dessus, c'est les conditions matérielles du départ de 80% des gens qui sont allés au final en Israël. Bon, tu l'as dit, l'État hébreu et Israël et le Maroc, je veux dire, ont négocié secrètement, en fait. C'est-à-dire que, bon, les Juifs sont partis libres à partir de 1962 et en bon ordre. Mais que sont devenus les biens des gens ? Est-ce qu'ils ont pu vendre dans des conditions correctes ou est-ce qu'ils ont été spoliés ? Non, alors je peux dire que la plupart, par exemple à Casablanca, il y avait 80 000 Juifs sur 300 000 habitants. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a presque 5 millions, 6 millions d'habitants et 2 000 Juifs. Mais ces 80 000 Juifs, sur les 80 000 Juifs, il y avait au moins 50 000 Juifs qui venaient de l'intérieur du Maroc et qui étaient de passage. Ma grand-mère avait un immeuble et je crois que c'est là que j'ai commencé à me réveiller et comprendre à l'âge de 12 ans que je grandis dans une communauté extraordinaire. Elle avait 4 étages, elle avait 4 appartements par étage et dans chaque étage, il y avait une famille d'une autre ville du Maroc. Et là, j'ai commencé à comprendre les relations, etc. Mais la plupart des gens étaient simples. Ils étaient très pauvres. Et ils n'avaient pas des grands moyens à perdre. D'accord. Par contre, ils ont perdu leur cœur et leur âme. Bien sûr, ça a été dur. Et c'est ce que j'ai retrouvé en Israël. Par contre, les gens qui sont restés après la guerre des 6 jours, ou après 1962-63, eux, la plupart avaient des biens. Et ces biens, tant bien que mal, où ils les ont vendus, où ils les ont donnés. Moi, je rencontre encore des Marocains musulmans au Maroc qui me disent « Oui, on m'a donné un appartement. » Alors, ce film ne donne pas dans la langue de bois en ce qui concerne donc les premières années de l'Aliyah du Maroc en Israël. Tous les témoins racontent combien leurs conditions de vie étaient misérables dans les villes de développement qui sont à la périphérie du pays. L'accueil méprisant, parfois raciste, et c'est raconté par quelqu'un qui a pourtant très bien réussi, puisque c'est Amir Peretz, qui a été l'ancien dirigeant de la Histadrout, qui a été ministre de la Défense. Et il le dit, seulement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque dans ce film, c'est-à-dire l'évocation des générations d'après qui sont maintenant pleinement intégrées ? Parce que toi-même, tu as travaillé au développement humain, dans le Negev, que tu connais très bien, avec le projet Éducation pour tous, tu n'aurais pas pu en parler ? Et c'est qu'avec le réalisateur, on devait prendre une période. Et donc, on a dit qu'on va arrêter juste au début où ça va encore mieux. Mais on mentionne quand même dans le film que les 3e générations reprennent la musique, reprennent la culture, reprennent, en gros, on l'a dit. On n'a pas interviewé. Il faudrait peut-être faire un autre documentaire à ce moment-là. Il y a des choses secrètes qui se font. Donc, vous voyez pas que je vais arrêter ma vie avec le Maroc. Je vais continuer. Bien entendu. Alors, on arrive à la dernière question. On va parler cette fois-ci des Marocains musulmans. Encore une fois, le réalisateur du film, Younes Takarabi, n'est pas juif. C'est un musulman. Il n'y a pas, à ma connaissance, l'équivalent d'un tel documentaire dans un autre pays arabe. Est-ce que ce film a été présenté au Maroc et quel a été l'accueil ? Alors moi-même, j'ai présenté le film à l'école juive de l'école normale hébraïque il y a 2 semaines à Casablanca, sans aucun problème. Et Younes l'a présenté 2 fois au centre communautaire, au musée du judaïsme à Casablanca. Et il y avait des chercheurs et des doctorants musulmans marocains qui ont rempli la salle pour voir le film et apprendre. D'accord. Donc il y a une certaine curiosité, au moins dans cette élite, pour se passer, pour la coexistence qu'ils n'ont pas connue. Exactement. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai monté l'association d'amitié Israël-Maroc, parce que j'avais peur qu'on oublie les Juifs. Alors c'est vrai que le contexte politique n'est pas très très bon actuellement, et c'est vrai que parler d'amitié Israël-Maroc, c'est difficile. Actuellement, c'était possible il y a 20 ans. C'est plus possible, parce que de 93 à 2000, c'était bien, mais dès que la seconde intifada a explosé, alors on a perdu pas mal de choses, et il y avait un bureau des intérêts
du Maroc à Tel Aviv et un Absolument. bureau d'Israéliens à Rabat, Oui, oui. avec des drapeaux, avec tout. C'est dommage. Et c'est dommage. Et d'ailleurs, les Tunisiens aussi étaient à Tout Tel à fait, Aviv. tout à fait, tout à fait. Alors, toute dernière question, parce que tu évoquais ces intellectuels, ces chercheurs qui ont assisté à la projection du film. Est-ce qu'un jour, les intellectuels arabes vont arriver à dépasser ce que j'appelle le discours Disneyland? Le discours Disneyland, c'est tout le monde s'aimait, s'il n'y avait pas eu Israël, comme ça aurait été bien, etc. Est-ce qu'ils vont arriver à dépasser ça? Moi, je crois que oui. Et même, ils l'écrivent. Ils publient des livres. Ils parlent de cette vie commune sans les couleurs. Et bien sûr, mais bon, tout est lié à la politique dans ce domaine. C'est vrai. Mais il y a des choses qui se font et des belles choses. Et quand je vous dis qu'il y a 50 000 Israéliens qui viennent chaque année au Maroc avec des passeports israéliens, même s'ils ne sont pas nés au Maroc, même s'ils ne sont pas d'origine marocaine, c'est beau. C'est très beau. Parce qu'il y a 30 ans, il y a eu des histoires où les parents sont arrivés avec leurs enfants pour leur présenter le Maroc et on les a bloqués, on leur a dit le père né au Maroc, oui, le fils, non. Alors, rendons au moins hommage au Maroc là-dessus. C'est le seul pays arabe où il y a ce genre de tourisme qui peut se faire facilement. Merci Simon Skira d'avoir été notre invité. Je rappelle une dernière fois donc le titre de ce film. Marocain juif des destins contrariés, un film de Youssef Lagrani. Younes Lagrani et dont tu es le co-producteur. C'est un film de 58 minutes. Il est présenté dans des centres communautaires. Il va faire le tour de France. Et je souhaite vraiment que vous le voyez parce que c'était un documentaire extrêmement intéressant. Amis auditeurs, je vous donne rendez-vous, puisque cette émission passe le 10 avril, non pas dans 15 jours, puisque ça va être la fête de Pessah, mais dans 4 semaines. Chag Sameach, bonne fête à tous et à bientôt. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.